Mes parents m'ont traité comme si j'étais mort, 8 années entières sans un seul mot. Mais quand je suis apparu dans Forbes, ma mère m'a immédiatement envoyé un message, fête de Noël en famille à 18h30. Nous avons quelque chose d'important à discuter, alors j'ai débarqué avec. Je m'appelle Mackenzie Ridey, pendant 8 années consécutives, mes parents m'ont traité comme si j'étais morte. Pas d'appel, pas de message, pas un seul mot. Puis, un matin, mon nom est apparu partout sur Forbes et, seulement quelques heures plus tard, mon téléphone s'est allumé. Un texto de ma mère, le premier en 8 ans, dîner de réveillon de Noël à 18h30. Famille uniquement, discussion importante. Je l'ai lu 2 fois, et j'ai eu l'impression qu'une vieille cicatrice s'ouvrait à nouveau brutalement. Je savais exactement ce que signifiaient les discussions importantes. Cela avait toujours signifié la même chose. Alors j'ai répondu, je serai là. Et ce soir-là, j'ai franchi leur porte d'entrée, portant le seul cadeau que ma mère, elle qui m'avait enterré il y a 8 ans, n'avait jamais vu venir. Si cette histoire vous fait bouillir le sang, ou si votre famille vous a déjà tourné le dos simplement parce que vous aviez choisi votre propre chemin, commentez la ville d'où vous regardez et abonnez-vous dès maintenant, car la suite est là où le vrai drame commence. Il y a 8 ans, j'ai franchi cette porte d'entrée avec une seule valise, sous la pluie battante de novembre. J'avais 19 ans et je venais d'annoncer à mon père, Anthony Reed, que j'abandonnais mes études à Northwestern pour déménager en Californie et bâtir une start-up dans la fintech. Il a explosé. Il a reculé sa chaise si violemment qu'elle a heurté le sol, a claqué ses 2 mains sur la table à manger, et a crié assez fort pour que tout le quartier l'entende. À partir de ce soir, Mackenzie Reed est morte. Pour la famille Reed, morte. Vous m'entendez tous? Ma mère, Joyce, n'a jamais levé les yeux de son assiette. Elle a juste serré les lèvres, et a continué de pousser ses petits pois avec sa fourchette. Mon jeune frère, Drake, 17 ans et scotché à son téléphone, même à l'époque, a lâché un petit rire moqueur et a dit, bien. Une personne de moins pour voler le Wi-Fi. Tante Valérie, la sœur cadette de papa et la véritable patronne au quotidien de Reed et Son, s'est adossée à sa chaise, a croisé les bras, et a donné le coup de grâce, ne reviens pas en rampant quand ton petit fantasme te pètera au visage. Tu viens de brûler tous les ponts vers ton héritage. Je suis resté là, trempé, le manteau à moitié enfilé, attendant que quelqu'un dise, attends, arrête. C'est quand même notre fille, notre sœur, notre petite fille. La pièce est restée silencieuse, à l'exception de la pluie qui martelait les fenêtres. Puis, j'ai senti une légère traction sur ma manche. Grand-mère Eleanor m'a tiré dans le couloir, loin de la table, m'a pressé 5 billets neufs de $100 dans la main, et a glissé une petite note pliée dans la poche de mon manteau, avec son numéro de téléphone écrit à l'encre bleue. Elle a pris mon visage dans ses mains une seconde, m'a regardé droit dans les yeux, et a chuchoté, va leur faire ravaler ces mots, ma chérie. Ce fut la dernière phrase que quiconque dans cette maison m'a dite en face pendant les 8 années suivantes. J'ai pris la ligne rouge vers le centre-ville, j'ai acheté le billet Amtrak le moins cher que j'ai pu trouver pour la Bay Area, et je suis monté à bord du California Zephyr avec rien d'autre que ma valise, les $500, et un téléphone déchargé. 52 heures plus tard, je descendais à Emeryville avec $41 en poche. Les 12 premiers mois ont été de la pure survie. J'ai erré d'un canapé d'amis à un autre, j'ai dormi dans des laveries automatiques quand j'avais épuisé l'hospitalité des gens, et j'ai cumulé 3 emplois à la fois. De 5 heures du matin à midi, barista, de midi à 18 heures, DoorDash sur un vélo emprunté, de 20 heures à 2 heures du matin, femme de ménage dans des bureaux du quartier financier. Certaines semaines, le dîner se résumait à des nouilles instantanées nature et de l'eau du robinet, 3 fois par jour. Je me douchais dans une salle de sport ouverte 24h24 grâce à un essai gratuit de 7 jours, que je recommençais sans cesse avec différentes adresses e-mail. J'ai appris à coder sur les ordinateurs gratuits de la bibliothèque parce que je ne pouvais pas me payer le Wi-Fi. J'ai vécu dans une chambre de 16 mètres carrés avec 5 autres personnes pendant 14 mois, dormant sur un matelas qui sentait le vieux plat à emporter. Lorsque le chauffage a lâché en janvier, j'ai dormi avec tous les sweats à capuche que je possédais. Il y a eu des nuits où je m'asseyais sur l'escalier de secours à 3 heures du matin, fixant les lumières de la ville, presque prête à acheter un aller simple pour rentrer à la maison et implorer leur pardon. À chaque fois, je sortais la note de grand-mère Eleanor, je relisais son écriture, et je retournais à l'intérieur pour continuer à coder. J'ai construit la première version de l'application sur un MacBook 2015 fissuré que j'avais acheté sur Craigslist pour $200, apprenant Swift et Python en autodidacte jusqu'à ce que mes yeux louchent.
Je l'ai lancé avec un budget marketing de 0 et j'ai regardé les premiers utilisateurs arriver au compte-gouttes, puis par centaines, puis par milliers. Les investisseurs ont finalement commencé à frapper à la porte. Je n'ai toujours pas soufflé mot à ma famille. Pendant 8 années entières, la seule voix de mon ancienne vie était celle de grand-mère Eleanor, qui appelait une fois par mois depuis un téléphone prépayé jetable qu'elle gardait caché dans sa Bible. Elle ne demandait jamais d'argent, ne me faisait jamais la morale, ne disait jamais « je te l'avais bien dit ». Elle écoutait simplement, me disait qu'elle était fière, et raccrochait avant que les minutes ne soient épuisées. C'était tout. C'était toute la famille qu'il me restait. Ce matin-là, je regardais la baie de San Francisco par ma fenêtre lorsque l'article de Forbes est sorti. J'ai ouvert le lien par réflexe. Mon nom trônait tout en haut de la liste 30 under 30 en finance, en grosses lettres noires. L'article m'appelait la décrocheuse qui a bâti un empire par pure rancune et avec du code. Il indiquait clairement que l'entreprise, que j'avais lancée sur un ordinateur portable cassé dans une pension de famille exiguë, venait de clôturer son dernier tour de table à une valorisation d'exactement 128 millions de dollars. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil en cuir, le téléphone brillant encore dans ma main, attendant la vague de triomphe que j'avais imaginée pendant des années. Rien n'est venu. L'appartement était silencieux comme une tombe, à l'exception du bourdonnement sourd du réfrigérateur et du miaulement lointain d'une corne de brume. Il n'y avait personne à appeler, personne vers qui crier, personne pour dire « Regarde, je l'ai fait ». 8 années de silence total s'en étaient assurées. Puis, l'écran s'est allumé à nouveau. Pas un investisseur, pas un journaliste. Un numéro que j'avais supprimé et mémorisé par cœur. J'ai lu les mots jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Mon pouls a ralenti pour devenir un battement froid et régulier. Je connaissais cette phrase par cœur. Dans le code de la famille Reed, discussion importante avait toujours signifié une chose, quelqu'un avait besoin d'argent. Je me suis levé et j'ai marché vers la baie vitrée qui surplombait l'eau. 9 mois plus tôt, grand-mère Eleanor m'avait appelé tard dans la nuit depuis son téléphone jetable. Sa voix était douce, presque désolée. Elle m'avait dit que Reed et son s'étaient surtendus, que les taux d'intérêt avaient grimpé en flèche, et que les banques ne voulaient plus attendre. Dette totale, 14,2 millions de dollars, garantie par chaque magasin, la maison, et même le plan d'épargne retraite de papa. Elle ne m'a pas demandé de régler le problème. Elle ne l'aurait jamais fait. Elle a juste dit, je pensais que tu méritais de le savoir avant que ça ne sorte dans les journaux. Cette même nuit, j'ai créé une LLC dans le Delaware, je l'ai imbriquée dans 2 autres sociétés holding, et j'ai commencé à acheter les créances calmement, patiemment, une tranche à la fois. Au moment où le journaliste de Forbes s'est assis en face de moi dans ce même salon, me posant des questions sur mon histoire de la misère à la richesse, je possédais déjà chaque privilège, chaque créance, chaque avis de défaut de paiement. Ils n'ont jamais soupçonné que l'acheteur était la fille qu'ils avaient enterrée. J'ai baissé les yeux vers les lumières de la ville qui scintillaient sur l'eau et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, froid et définitif. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne et j'ai réservé le dernier vol direct pour Chicago partant ce soir-là. Pendant que le billet chargeait, j'ai composé le seul numéro que je n'avais jamais bloqué. Grand-mère Eleanor a répondu à la première sonnerie. C'est en ligne, ai-je dit. Je l'ai vu il y a 1 heure, a-t-elle répondu, la fierté faisant craquer sa voix. Tu l'as fait, Mackenzie. Un instant de silence. Ta mère vient de m'inviter au dîner de réveillon de Noël, aussi. Première fois depuis des années. J'ai fermé les yeux. J'arrive. Elle a expiré lentement. Fais attention à ce que tu apportes par cette porte, ma petite fille. J'ai été prudente pendant 9 mois, lui ai-je dit. Ce soir, j'arrête. J'ai préparé un sac pour la nuit, une robe noire, des talons, et le mince dossier en cuir que je gardais dans le coffre-fort. À l'aéroport de SFO, j'ai surclassé la location pour une Mercedes GL noire, parce que je voulais qu'il la voie arriver. Alors que l'avion s'inclinait vers les au-dessus de la baie, j'ai retourné mon téléphone face contre table et j'ai laissé les 8 dernières années se déposer comme du plomb dans mon estomac. Nous avons atterri à OR juste après le coucher du soleil. J'ai désactivé le mode avion. Un deuxième SMS de maman est apparu instantanément, comme si elle guettait. Hâte de te voir. Nous avons tant de choses à rattraper. Je n'ai pas répondu. J'ai pris les clés de la Mercedes, je me suis glissé derrière le volant, et je l'ai dirigé vers la banlieue que j'avais fui autrefois avec une seule valise et $500 à mon nom. Cette fois, je ne fuyais pas. Cette fois, je rentrais à la maison pour encaisser.
Le soir de Noël, j'ai conduit à travers les rues enneigées d'Oakbrook. La Mercedes noire glissait sur la poudreuse fraîche, les phares transperçant les flocons tourbillonnants alors que je tournais dans l'impasse familière. La maison se dressait devant moi, enveloppée de couches et de couches de lumière LED blanche, ce qui lui donnait l'air d'une vitrine de grand magasin essayant de vendre le concept de la famille. À travers l'immense fenêtre avant brillait un sapin phrasé de 4,5 mètres, noyé sous des décorations or et cramoisies, exactement le même code couleur qu'ils utilisaient chaque année depuis mes 12 ans. Je me suis garé derrière la Lexus vieillissante de papa, j'ai coupé le moteur, et j'ai laissé le silence résonner un long moment. Puis, je suis sorti dans le froid. Maman a ouvert la porte à la volée avant même que j'atteigne la dernière marche. Joyce portait la robe en velours rouge qu'elle ne sortait que pour le réveillon de Noël. Des perles serrées comme une armure. Elle m'a attiré dans une étreinte rapide et fragile qui sentait le Chanel numéro 5 et la nervosité. « Mackenzie, tu es là » a-t-elle chanté, la voix perchée une demi-octave plus haut que la normale. Papa est apparu juste derrière elle dans son blazer de fête. Cheveux plus clairsemés, ventre plus mou. Anthony m'a offert la tape classique d'homme dans le dos. 2 tapes fermes. Pas de vrai contact. Ça fait un bail, hein, a-t-il dit, les yeux glissant déjà au-delà de moi vers la Mercedes qui brillait sous le lampadaire. Drake est arrivé en traînant les pieds depuis le salon, son sweat à capuche à moitié zippé, le téléphone éclairant son visage en bleu. Il a levé les yeux, m'a enregistré, a donné un coup de menton paresseux. Yo, a-t-il marmonné, avant de retourner directement à ce qui était plus intéressant sur son écran. Tante Valérie se tenait près de la cheminée rugissante, une flûte de champagne pendant au bout de ses doigts manucurés, ses sequins noirs capturant chaque flamme. Elle a parcouru mon manteau des yeux, mes bottes, et s'est attardée sur le sac Hermès Kelly pendu à mon bras, comme si elle en estimait le prix dans sa tête. Tiens, a-t-elle traîné. Regardez ce que le chat a ramené. Joli sac. J'ai ouvert la bouche pour répondre lorsque 2 petits bras forts ont entouré ma taille par le côté. Grand-mère Eleanor s'est pressée contre moi, savon à la lavande, vanille, et tout ce qui est sûr. Elle m'a tenu plus longtemps que la bienséance ne le permettait, puis s'est reculée juste assez pour chuchoter à mon oreille, « Tu l'as fait, gamine. » Tout ce qu'il disait que tu ne pourrais pas faire. Mes yeux ont piqué pendant une demi-seconde. Le hall d'entrée s'est transformé en un défilé de joie forcée. On a pris les manteaux. On a offert des boissons, lancé des compliments comme des balles. Papa m'a dirigé à travers l'arche vers le salon, racontant les mises à jour comme un agent immobilier. Nouveau parquet, nouveau lustre, nouvelle télévision de 75 pouces montée là où les vieilles photos de famille étaient accrochées. Nous avons traversé le rituel. Maman a posé des questions sur le vol, la météo en Californie, si j'avais essayé la nouvelle boulangerie de levain dans le quartier de Mission. Papa voulait savoir si la Silicon Valley était toujours aussi folle et si l'action Tesla allait vraiment atteindre la Lune. Drake, sans lever les yeux, a demandé si les gens de la tech travaillaient vraiment ou s'ils jouaient juste au ping-pong toute la journée. Valérie continuait de tourner autour, lâchant de petites piques déguisées en blagues. Ça doit être sympa d'avoir des investisseurs qui vous jettent de l'argent et certaines filles ont toute la chance, n'est-ce pas? J'ai répondu poliment, souri au bon moment, et je les ai regardés me regarder. Chaque question portait une balance. Chaque rire était pesé par rapport à combien je pouvais valoir maintenant. Grand-mère Eleanor restait à portée de bras, remplissant mon eau pétillante quand personne ne remarquait, glissant sa main sur la mienne chaque fois que le sourire de Valérie devenait tranchant comme un rasoir. Elle ne m'a jamais posé une seule question devant eux. Elle connaissait déjà toutes les réponses. Finalement, maman a tapé dans ses mains. Le dîner est prêt. Nous avons migré vers la salle à manger formelle. La table pouvait asseoir 14 personnes, mais était dressée pour 7. Assiette à bord doré, verre à vin en cristal, les mêmes chemins de table rouge et or qui étaient dans la famille depuis les années 80. Mon porte-nom, à la calligraphie parfaite, trônait à l'autre bout, face à papa, la même place impuissante qu'on m'avait assignée quand j'étais adolescente. Nous avons pris nos chaises. Un serveur engagé est apparu avec le premier plat, salade de poires rôties, noix confites, réduction balsamique arrangée comme de l'art moderne. La conversation est restée prudemment superficielle. Comme le quartier était joli cette année. Comme la neige était parfaite pour les photos. Comment tante Valérie avait trouvé le nouveau décorateur le plus charmant. Le deuxième plat est arrivé. Jambon glacé au miel coupé fin, purée de pommes de terre à l'ail fouetté comme des nuages,
haricots verts aux amandes effilées, le menu exact que maman avait servi à chaque Noël dont je pouvais me souvenir. Valérie tenait la cour, se plaignant des problèmes de chaîne d'approvisionnement impossibles et des concurrents en ligne déloyaux qui tuaient les commerces physiques. Papa hochait la tête solennellement, remplissant les verres, s'assurant que tout le monde restait détendu. Au moment où les assiettes ont été débarrassées, la performance était polie jusqu'à briller. Il riait un peu trop fort aux blagues des uns et des autres, passait les petits pains un peu trop souvent, s'assurait que je me sentais accueilli, regretté, presque aimé. J'ai plié ma serviette, l'ai placée à côté de mon assiette, et j'ai attendu que le rideau se lève sur la vraie raison de ma présence ici. Lorsque la dernière tranche de jambon a touché la table, mon père a posé son verre de vin avec un tintement dur qui a tranché net à travers la fausse joie des fêtes. Le serveur a disparu. La version douce au piano de Holy Night a soudain semblé ridicule. Papa a redressé ses épaules, a croisé ses mains comme s'il s'apprêtait à faire une présentation au conseil d'administration, et m'a regardé droit dans les yeux. Ridesson est au bord de tout perdre, a-t-il commencé, la voix basse est répétée. Tante Valérie a pris le relais sans manquer un temps. Nous avons été trop gourmands après le Covid. Tout le monde dépensait. Nous avons ouvert 4 nouveaux emplacements en 18 mois. Puis les taux d'intérêt ont doublé. Les coûts d'approvisionnement ont explosé et les géants en ligne ont écrasé la fréquentation. Les banques ont émis des avis de défaut définitifs jeudi dernier. Si nous manquons un paiement de plus, ils commencent à saisir les magasins, les stocks, cette maison, tout. Maman a laissé échapper un sanglot parfaitement chronométré, pressant sa serviette au coin de ses yeux secs. 42 ans du nom de ton grand-père, Anthony. 42 ans de Ridesson sur ses enseignes, disparu en un battement de cœur. Drake a finalement posé son téléphone face contre table, s'est étiré dramatiquement et a offert à la tablée son meilleur visage de frère inquiet. C'est en fait assez simple. Nous avons besoin de 2,8 millions pour refinancer les pires prêts et gagner 6 mois. Après ça, on restructure et on est bon. Pas grand-chose. 4 paires d'yeux ont pivoté vers moi en parfaite synchronisation. Papa s'est penché en avant, la voix s'adoucissant pour prendre le ton qu'il utilisait quand il voulait une faveur du comité du country club. Tu as incroyablement bien réussi, Mackenzie. Nous sommes tous si fiers de toi. Le mot fier a frappé comme de l'acide. Cette entreprise est toujours ton droit de naissance. Ton sang a construit ces magasins tout autant que celui de n'importe qui. Valérie a sauté dessus, mielleuse à souhait. Nous ne demandons pas la charité. Tu obtiendras des actions privilégiées, tous les intérêts, toutes les conditions que tu veux. Tu serais l'héroïne qui a sauvé l'héritage familial. Maman a tendu le bras à travers le coin de la table, a essayé de couvrir ma main avec la sienne. J'ai laissé ses doigts reposer là sans bouger. S'il te plaît, ma chérie, a-t-elle chuchoté, des larmes apparaissant maintenant comme par magie. Tu nous as terriblement manqué. Cela pourrait tout guérir. Nous pourrions être une vraie famille à nouveau. Drake a haussé les épaules, déjà ennuyé. 2,8, ce n'est même pas de l'argent réel pour toi maintenant, non? Fais juste le chèque et on passe tous à autre chose. La main de grand-mère Eleanor a trouvé la mienne sous la nappe damassée, ses doigts fins enroulés autour de mon poing, chaud, stable, incassable. Elle n'a pas parlé. Elle n'a jamais eu besoin de le faire. J'ai regardé lentement autour du cercle. Le calme calculé de papa. Les larmes répétées de maman. Le sourire prédateur de Valérie. L'arrogance paresseuse de Drake. 8 ans de rien. 8 ans d'anniversaires ignorés, de réussites non reconnues, pas de visite quand j'étais malade. Pas de félicitations quand j'ai bouclé mes tours de table. Pas d'appel quand mon nom était en tendance sur TechCrunch. 8 ans à être morte pour eux. Et maintenant, le jour même où Forbes me couronnait, j'étais soudainement redevenu ma chérie. Soudainement, l'héritage comptait. Soudainement, le sang était assez épais pour exiger des millions. Papa a tenté une dernière pression, sa voix tombant dans le vieux registre autoritaire qui me faisait autrefois tressaillir. Nous te mettrons au conseil d'administration. Droit de vote, partenariat complet, tout ce dont tu as besoin pour te sentir à l'aise. Aide-nous juste à garder les portes ouvertes. Valérie a hoché la tête avec avidité. Mon avocat peut avoir les papiers prêts demain matin. Tu posséderais une vraie part de l'entreprise, pas juste une appli. Maman a serré plus fort, ses ongles s'enfonçant juste un peu. Ça pourrait tout arranger, chérie. Toute la douleur. Nous tous ensemble à nouveau,
comme ça devrait être. J'ai doucement glissé ma main hors de la sienne, j'ai pris mon verre d'eau, et j'ai bu une gorgée lente et délibérée. La table entière retenait son souffle. La prise de grand-mère Eleanor s'est resserrée une fois, un feu vert silencieux. J'ai reposé le verre avec un léger clic et j'ai enfin parlé. 2,8 millions, ai-je répété, laissant le nombre flotter dans l'air. C'est ce qu'il faut pour garder les lumières allumées. Les épaules de papa se sont détendues d'une fraction, le soulagement scintillant déjà dans ses yeux. Je me suis autorisé le sourire le plus petit et le plus froid possible. Timing intéressant. La température de la pièce a semblé chuter. Chaque visage s'est figé exactement là où il était. J'ai posé ma fourchette, j'ai regardé grand-mère une fois, et j'ai appuyé sur un seul bouton de mon téléphone. La porte d'entrée s'est ouverte avec une violente rafale de vent arctique qui a fait s'incliner chaque flamme de bougie. La neige a explosé dans le hall en un nuage blanc. Des pas lourds et délibérés ont traversé le marbre sans hésitation. Sawyer Brox est entré dans la salle à manger, portant une mallette en aluminium brossée encore saupoudrée de neige fraîche. Son pardessus gris anthracite portait la morsure aiguë de l'hiver. Il a marché droit vers la table, a posé la mallette pile au centre de la nappe de Noël ruinée, juste entre le candélabre en cristal et le jambon à moitié mangé, et a fait sauter les verrous avec 2 clics métalliques nets. « Bonsoir », a-t-il dit, la voix froide et parfaitement égale. « Je m'appelle Sawyer Brox. Je suis l'avocat principal de Mackenzie Reed. » Papa a bondi à moitié hors de sa chaise. « Qui diable vous a laissé entrer dans ma maison ?» Sawyer ne l'a même pas regardé. Il a simplement commencé à sortir des paquets de documents épais, les alignant comme des armes sur un râtelier. « Il y a 9 mois, a-t-il commencé, chaque dollar de la dette impayée de Reed et Son, soit 14 200 000 $ répartis sur cette facilité de crédit distincte, a été acheté et cédé à une société à responsabilité limitée du Delaware. Cette société est détenue et contrôlée à 100% par Mackenzie Reed. » Il a fait glisser le premier paquet vers l'avant. La page de garde hurlait cession des billets ET sûreté en gras noir. Valérie s'est jetée dessus et l'a arraché. « C'est impossible. Nous aurions été notifiés. »« Vous l'avez été, » coupa Sawyer, la voix plate. Il a sorti un deuxième paquet. Lettre recommandée avec accusé de réception à l'avocat de l'entreprise, amendement aux états de financement UCC 3 enregistrés auprès du secrétaire d'État de l'Illinois, formulaire de consentement des prêteurs exécutés de mars à août. Chaque avis a été reconnu et classé. Il a continué, inarrêtable. Troisième paquet, billets à ordre originaux, chacun portant maintenant une allonge fraîche qui dit payable à l'ordre de Reed Acquisition LLC sans recours. Quatrième paquet, hypothèque enregistrée sur les 11 magasins de détail, l'entrepôt de distribution et cette résidence privée. Chaque acte de fiducie liste le même nouveau créancier. Cinquième paquet, garantie personnelle exécutée par Anthony Reed, Joyce Reed et Valérie Reed. Chacune étant désormais payable exclusivement à l'entité du Delaware. Le verre de vin de maman a glissé de ses doigts et s'est brisé sur le sol. Le vin rouge a saigné à travers le tapis blanc comme une blessure fraîche. Drake a enfin levé les yeux, la bouche ouverte. Tu as acheté notre dette. Sawyer a tourné une autre page. Madame Reed en a acheté 100%. Chaque privilège, chaque clause de défaut, chaque recours. Le visage de papa est devenu violet. Il a claqué ses 2 paumes sur la table si fort que les assiettes ont sauté et que l'argenterie a volé. C'est du chantage. Non, monsieur, répondit Sawyer presque gentiment. Le chantage est un crime. Ceci est de la propriété. Il a ouvert le dossier final, une seule feuille intitulée Avis de défaut et accélération de la dette. À 18h52 ce soir, Reed et Son est en défaut matériel sur toutes les facilités. La totalité des 14 200 000 $ est maintenant immédiatement due et payable. Les ventes par saisie sur toutes les garanties peuvent être programmées dès demain matin. Les yeux de maman se sont révulsés. Elle a glissé sur le côté hors de sa chaise, complètement molle. Drake est tombé à genoux et l'a attrapé juste avant que sa tête ne heurte le sol, la berçant tout en me regardant avec horreur. Valérie a bondi sur ses pieds, sa chaise raclant violemment le sol. « Tu as planifié ça ?» a-t-elle crié, la voix se brisant en quelque chose de féroce. « Tu nous as piégés. Espèce de... » Papa tremblait de rage, les veines gonflant sur ses tempes. « Tu ne détruiras pas cette famille. Pas ce soir. Jamais. » Les doigts de grand-mère Eleanor se sont resserrés autour des miens sous la table, chaud, stable,
incassable. Sawyer a refermé la mallette avec un dernier clic doux et a reculé. La pièce s'est figée. Les seuls sons étaient la respiration superficielle de maman sur le sol et le vent qui hurlait dehors. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne insupportable. Puis j'ai parlé, bas, calme et parfaitement clair. Maintenant, vous savez qui détient l'avenir de Ridesson. Mon père a frappé la table si fort que les assiettes ont sauté et que les verres à eau en cristal se sont renversés dans une réaction en chaîne. L'un d'eux a roulé du bord et a explosé sur le parquet. Maman était toujours à moitié affaissée sur le sol, Drake berçant ses épaules, Valérie criant quelque chose à propos de procès et de police. Le lustre au-dessus de nous tremblait comme s'il allait tomber. J'ai attendu que le bruit atteigne son paroxysme et se brise en respiration saccadée. Puis j'ai plongé la main dans mon manteau, j'en ai sorti un dernier dossier en cuir noir mince, et je l'ai placé pile au centre de la nappe de Noël ruinée, juste au-dessus de la mallette en aluminium fermée de Sawyer. Sawyer s'est avancé, l'a ouvert pour eux, et a reculé. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque unique de 350 000 $ américains tiré sur mon compte d'exploitation personnelle à la First Republic Bank, et en dessous, un accord de 15 pages intitulé « Renonciation complète et définitive à toute réclamation, intérêts et droits de succession d'Henri Desson, ses filiales, ses actifs et toute fiducie familiale. » J'ai parlé pour la deuxième fois seulement ce soir-là, la voix parfaitement égale. Ce chèque est à vous à l'instant où la dernière signature est attestée et notariée. En échange, Anthony, Joyce, Valérie et Drake Reed renoncent définitivement et irrévocablement à toute prétention présente et future sur Ridesson, son immobilier, ses stocks, ses marques, ses comptes bancaires et toute fiducie ou succession qui pourrait jamais exister. Vous partez ce soir avec 350 000 $, assez pour un modeste appartement en copropriété, 2 voitures d'occasion et une vie tranquille quelque part loin d'Oak Brook. Vous refusez, et les ventes par saisie commencent à 9 h demain matin. Tout va au plus offrant. C'est votre décision. La pièce est devenue si calme que je pouvais entendre la neige frapper les fenêtres. Grand-mère Eleanor a lâché ma main, a tendu le bras à travers la table, a pris le lourd stylo Montblanc, a tourné directement à la page de signature des témoins, et a écrit Eleanor Margaret Reed avec sa belle écriture cursive à l'ancienne. Puis elle a rebouché le stylo, l'a posé, et a offert à la tablée le sourire le plus calme et le plus radieux que j'ai jamais vu sur son visage. Ce sourire les a détruits. Valérie a saisi le stylo ensuite. Sa main manucurée tremblait si violemment que l'encre a bavé en petits pics. Elle a griffonné Valérie Ann Reed comme si elle poignardait le papier, puis a lancé le stylo à travers la table si fort qu'il a rebondi sur l'assiette de papa. J'espère que chaque dollar te brûlera. Drake l'a pris après elle. Des larmes de pure rage coulaient sur ses joues. Il a signé Drake Anthony Reed en barre furieuse, marmonnant incroyable et psycho dans sa barbe tout le temps. Maman avait été aidée à se rasseoir dans sa chaise par Drake. Elle était pâle comme un fantôme, le mascara coulant en rivière noire. Elle a fixé le chèque de banque comme s'il risquait de disparaître, puis moi, puis la ligne de signature. Sa main tremblait comme une feuille dans le vent. Joyce Marie Reed est apparue dans la même cursive bouclée qu'elle utilisait autrefois sur mes autorisations de sortie scolaire. Quand elle a fini, elle a laissé le stylo rouler et a enfoui son visage dans ses mains tremblantes. Papa est resté debout, dominant le document comme s'il pouvait l'intimider pour qu'il disparaisse. Sa poitrine se soulevait et retombait par à coups furieux. L'horloge grand-père dans le hall a commencé à sonner 21 h 30. Il a fixé le bloc de signature pendant 1 minute entière, la fierté et la terreur en guerre sur chaque ligne de son visage. Finalement, il a saisi le stylo. Le premier trait a déchiré le papier. Il a appuyé plus fort, plus lentement, jusqu'à ce que Anthony James Reed soit gravé dans la page en lignes épaisses et sombres, la même main qui avait autrefois signé mes lettres de rejet d'université en me disant d'être sérieuse. Il a lâché le stylo comme s'il était en feu. Sawyer a bougé immédiatement. Il a vérifié chaque signature, paraphé chaque page en rouge, appliqué son sceau de notaire de l'Illinois et son timbre en relief sur la page d'exécution finale. Puis il a glissé le jeu original exécuté dans une enveloppe manie neuve et a placé des copies certifiées reliées devant papa. Le chèque de banque est valide et négociable ce soir, a-t-il dit. La dette a été marquée comme payée et satisfaite intégralement à 21 h 32. Toutes les procédures de saisie sont définitivement terminées. Vous pouvez déposer les fonds immédiatement. Il a tout fermé, a coincé l'enveloppe sous son bras, et s'est écarté. La salle à manger était silencieuse, à l'exception des sanglots brisés et octants de maman et du doux tic-tac de la cire refroidissant des bougies. Je me suis levé de ma chaise.
Grand-mère Éléanore s'est levée avec moi, passant son bras sous le mien sans hésitation. J'ai regardé chacun d'eux une dernière fois. Papa fixait la table, les épaules affaissées. Les mains de Valérie étaient serrées si fort que ses articulations étaient blanches. Drake tenait maman pendant qu'elle pleurait dans son sweat à capuche trempée. La prise de grand-mère était chaude, fière, incassable. J'ai parlé une fois de plus, doucement, clairement, pour la dernière fois ce soir-là. Joyeux Noël. Puis je me suis retourné et je suis sorti de la salle à manger, grand-mère Éléanore à mes côtés, Sawyer 2 pas derrière, portant la seule chose qui restait de l'empire qu'ils avaient juré que je ne toucherais jamais, mon nom sur chaque ligne qui comptait. J'ai aidé grand-mère à monter dans la Mercedes pendant que la neige continuait de tomber. Sawyer a fermé sa portière, a doucement contourné la voiture jusqu'au siège conducteur, et s'est éloigné de la maison sans regarder en arrière. Les lumières de Noël se sont brouillées en traînées rouges et or à travers la lunette arrière. Grand-mère Éléanore a reposé sa tête contre le siège en cuir chauffant et a laissé échapper un long soupir silencieux. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle a tendu la main et a tapoté la mienne. « Mieux que je ne l'ai été en 40 ans, ma chérie. » Nous avons conduit en silence jusqu'au petit appartement de 2 chambres que je lui avais acheté 6 mois plus tôt dans le centre-ville de Hinsdale. Elle avait refusé tout ce qui était plus grand. « J'ai trop de souvenirs dans les grandes maisons », avait-elle dit. « Je veux la paix maintenant. » Ce soir-là, elle s'est endormie dans son fauteuil inclinable devant la cheminée, enveloppée dans la couverture en cachemire que je lui avais offerte. J'ai embrassé son front et j'ai laissé Sawyer attendre en bas. Les 6 mois suivants sont passés comme une lente expiration. Le manoir d'Oakbrook a été vendu aux enchères pour 4,9 millions, à peine assez pour couvrir les privilèges restants après que j'ai libéré l'hypothèque principale. Papa a déménagé dans un appartement d'une chambre en location à Wheaton. Maman a demandé le divorce 31 jours plus tard. Les papiers citaient des différences irréconciliables. Elle a pris la moitié du chèque de banque et a disparu dans un appartement à Naples, en Floride. Pas d'adresse de réexpédition. La licence immobilière de tante Valérie a été suspendue après 3 plaintes éthiques d'anciens vendeurs. Aux dernières nouvelles, elle vendait des sacs à main dans un grand magasin à Schaumbourg, travaillant uniquement à la commission. Drake a tenu 3 semaines chez un concessionnaire automobile avant d'être viré pour être arrivé en retard. Maintenant, il conduit pour Uber Eats dans le même sweat à capuche noire qu'il portait ce soir de Noël, celui encore légèrement taché par le mascara de maman. Ridesson est devenu Ride Financial Collective sous ma pleine propriété. J'ai gardé 3 magasins phares, renommé le reste, et rendu l'entreprise à nouveau rentable en 9 mois. Les employés qui sont restés ont eu des augmentations et des parts. Ceux qui s'étaient moqués de moi il y a des années ont trouvé de nouveaux emplois rapidement. Grand-mère Éléanore n'a jamais demandé un centime. Elle passait ses journées à lire, à jardiner sur son petit balcon, et à m'appeler chaque dimanche à exactement 16 heures. Certains dimanches, elle racontait des histoires sur grand-père lançant le premier magasin avec un prêt de $5 000 en 1981. D'autres dimanches, elle m'écoutait juste parler du travail et disait « Je suis fier de toi, Mackenzie ». Chaque jour. Le réveillon de Noël suivant est arrivé, doux et calme. La neige tombait à nouveau, mais cette fois, elle semblait douce. J'ai conduit jusqu'à son appartement avec un petit sapin phrasé dans le coffre et 2 tasses de chocolat chaud maison relevées au schnapps à l'amande poivrée. Elle m'a accueilli à la porte en pyjama écossais rouge et avec les chaussettes duveteuses que je lui avais achetées l'année précédente. Nous avons décoré le petit arbre avec seulement 12 ornements, un pour chaque année où j'étais parti, et un supplémentaire pour l'année où je suis revenu. Pas de traiteur, pas de quatuor à cordes, juste le crépitement de la cheminée et Bing Crosby chantant bas depuis un vieux tourne-disque. Elle m'a tendu une petite boîte emballée à minuit. À l'intérieur se trouvait la note originale qu'elle avait glissée dans ma poche de manteau 8 ans plus tôt. Celle avec son numéro de téléphone à l'encre bleue, maintenant plastifié et encadré. La vraie famille, a-t-elle dit en tapotant le verre, reste quand tu n'as plus rien à donner. J'ai senti mes yeux brûler pour la première fois depuis des années. Nous nous sommes assis sur le sol devant le feu, le dos contre le canapé, les jambes étendues comme si nous avions à nouveau 20 et 70 ans. Les lumières du sapin clignotaient rouge, vert, or. Dehors, le monde était blanc et silencieux. J'ai levé ma tasse vers la seule personne qui ne m'avait jamais déclarée morte. Elle a tingué la sienne contre la mienne. À la petite fille qui a prouvé qu'ils avaient tous tort. Nous avons bu. Le cacao était doux et chaud. Le feu crépitait. La neige continuait de tomber. Et pour la première fois de ma vie entière,
Noël ressemblait exactement à ce qu'il devait être. Yo la pongo a mientras a comprar películas negras calientes. Disfruten un rato, me voy a bañar. Sí, disfruten. Hoy porque estoy aburrido. No, viejo, fíjate que yo era más fan de Bikinis Calientes 5, güey. Qué buena. Tengo muy pegado el video de ¿te vale verga? Sí, me vale verga. Ese es tener huevo. De la escena de la reina de corazón. Nunca vieron los libros de esos chiquitos de vaqueros. ¿Qué video? No sé si anda por aquí, pero a veces se pasa. No, ahorita no, según yo ya se fue a dormir. Libro vaquero. Ni idea, ahí sí ya me están perdiendo, Desde el video que dice Jackie. Es que me acordé cuando dijo eso. Estas culeras. Ay, no tenemos tantas. Alguien vio Heidi versión poro. Hashtag hacen porno. ¿Qué se supone que estás haciendo en el Mine? Estoy construyendo mi casita, pero como ahorita estoy más concentrado en leyéndolos, me estoy perdiendo mucho en rollo aquí en Minecraft. Es que generalmente no hay tanta gente. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos ahorita? Somos un vergo. El número que digan, somos un vergo. 5. Somos un vergo. Mi cuarto se llena con 5. Mi cuarto se llena con 5 personas. Ese ya aquí cambia el tema. No, ya lo dijiste, tía. No, ya aquí no cambies. Todos a casa de Lleve. No. Fuck. Ve, es que ya no me acuerdo que vine al puto cofre. Hay que hacer una broma de poner una bruja en la ventana de atrás. Tranquilo, viejo. Yo no soy asustadizo. De hecho, estoy pensando en jugar. Aquí el amigo Vera me está recomendando Visage, ¿no? Dice que él no pudo pasarse el Visage. Y yo digo, ¿qué puto eres? Le haré la broma. Entró por atrás. Sorpresa. Fuck, hermano. Cuando no le baje, a ver si no te coleas. Obviamente. Dios me libre. Edu Vera, te van a banear. Como carta del 1 y aquí. Tú lo regresas. Estaría hecho jugar el 1. Aguanta. Uno de prendas. Estaría cool. ¿No te banean por fumar? No. Llevo mucho tiempo fumando en directo. Aparte, no siempre estoy con mi cigarro en la boca. Nada más es de que lo tengo aquí. Ya. Fumo y ya. No se lo pone más 18. Pero sí. De prendas sin mujeres, güey. Eres una verga, hermano. ¿Qué estaba haciendo? Ya me acordé. Vamos a hacer tantito y vamos a retomarlo. Como sin mujeres soy papá casado. ¿Es una verga o quiere una? Ambas. El hijo de su puta madre es hambriento. Yo soy gay, me pegan. Invita, envidioso, no me gustan las mujeres. Ay, puta, yo iba por madera, no iba por... Chat, llegó un bot, salúdenlo y despídense.